Marchez, marchez. Croisez-vous. Et quand je vais dire personne à personne, vous allez vous mettre par deux. Personne à personne. Vous allez vous toucher en 3 endroits. Tête à tête. Genou à genou. Main à main. Personne à personne. Nez à nez. Waouh! Alors, tu nous laisses parler. C'était comment de jouer à ça? C'est gênant? C'est marrant? C'est quoi? C'est gênant qu'on nous touche? Oui. Oui, il y en a un qui dit oui. Bah, le nez à nez. Le nez à nez. D'accord. Parce que ça rapproche la bouche. Je sais pas, mais bon, deux garçons ensemble. Nous, on est venus là pour vous parler de sexe, de sexualité et d'amour. Et alors, de ça, est-ce qu'on en parle entre nous? Est-ce qu'on peut faire l'amour sans être amoureux? Oui, mais c'est moins bien. Bah, surtout les premières fois, sinon c'est un peu gâché. Enfin... Quelles sont les questions que vous vous posez? On risque d'avoir une panne si on est trop stressé. Ah, c'est la panne. Quand on n'est pas en érection. Est-ce que vous pensez que d'avoir un grand sexe, c'est important? Si on en a une grande et qu'on s'en sert mal, ça sert un peu à rien. Est-ce que vous savez ce que c'est que le planning familial? Non. Qui c'est? Là-bas, au planning familial, il y a par exemple des femmes enceintes très jeunes, par exemple, qui viennent parler là-bas avec d'autres personnes. D'accord. Le planning familial, c'est une association de type loi 1901. On va fêter nos 50 ans. Mais il faut dire que cette lutte pour la contraception, pour le droit de choisir, eh ben, ça remonte au siècle dernier. Et il y a des gens qui se sont battus déjà à cette époque-là parce qu'ils en avaient marre de la fatalité de la naissance. Et vous avez fait un peu d'histoire. On vous a parlé un peu du 19e siècle et tout ça. Toute cette quincaillerie de malheur qu'on peut trouver dans des utérus. Parlons plutôt de régulation de la naissance. Pour nous, la loi de 1920, elle n'a plus aucune raison d'exister. Peupler la terre, arrête ta fécondité, décrète la grève des mères, au bourreau, crie ta volonté, défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. En libertaire absolu, sans attache et sans grade, j'ai bataillé sur tous les fronts. C'est un banquet comme on n'en verra jamais plus. La vieille garde anarchiste célèbre les 90 ans de Jeanne Imbert, qui incarna jusqu'à son dernier souffle un mouvement né au 19e siècle, le néo-malthusianisme, l'ancêtre du planning familial. Si le néo-malthusianisme a charpenté ma pensée, j'ai bien avant que cela devienne officiel, revendiqué pour la femme la liberté d'être mère à son gré. Le néo-malthusianisme est originaire d'Angleterre, le pays de Malthus, qui publia en 1798 son essai sur le principe de population. L'austère pasteur anglican y préconisait l'abstinence sexuelle pour limiter les naissances et éradiquer la misère. Si les néo-malthusiens sont aussi convaincus qu'il faut contrôler la natalité, ils défendent, eux, la libre maternité, grâce aux méthodes dites anticonceptionnelles, Pesser ou diaphragme, inventés aux États-Unis en 1838, capes utérines et autres préservatifs féminins. En France, le mouvement est florissant jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Ces militants sont anarchistes, comme Paul Robin, un pédagogue réputé, ou Eugène Imbert, le compagnon de Jeanne. Ils publient un journal et organisent des conférences qui attirent les foules. Pour eux, la limitation des naissances ne vise pas à préserver l'ordre social, comme le voulait le conservateur Malthus, mais au contraire, elle représente l'arme de la Révolution. Accusés de pornographie par les défenseurs de la morale, les néo-malthusiens n'ont que des ennemis, y compris à gauche, où les socialistes bataillent contre les anarchistes. À droite, ils sont harcelés par ceux qu'on appelle les repopulateurs, qui réclament une politique nataliste pour enrayer la chute démographique de la France après la saignée de la Grande Guerre. Le 23 juillet 1920, les opposants à la libre maternité triomphent à la Chambre des députés. Une loi est votée qui réprime sévèrement l'avortement et interdit la vente des moyens anticonceptionnels ainsi que leur publicité.
Eugène et Jeanne Imbert sont emprisonnés pour propagande antinataliste. Avec la loi de 1920, les faiseuses d'anges, les avorteuses clandestines, voient leur avenir assuré pour plus de 50 ans. Le combat pour l'abolition de la loi de 1920 a profondément marqué l'identité du mouvement français pour le planning familial, qui, lors de sa création en 1956, s'appelait la maternité heureuse, avant de changer de nom en 1960. Hop, un peu d'eau, d'abord parce que j'ai soif. Christine a 48 ans. Elle vit avec Luc depuis plus de 20 ans. Ils sont météorologues et ont longtemps milité ensemble dans des organisations syndicales et anarchistes. Jusqu'à ce que Christine découvre le planning familial de Poitiers, il y a tout juste 10 ans. Je connaissais un peu le mouvement, bien sûr, hein, parce que par toute l'histoire, sur la contraception, sur l'avortement. Bon. Et en fait, je suis allée à une assemblée générale de l'AD, l'association départementale. J'étais bien avec ces filles, j'avais l'impression d'être entendue, d'être comprise et d'avoir trouvé, j'ai l'impression d'être rentrée à la maison. Moi, j'ai vu Christine changer, sans doute plus s'affirmer, alors que c'est quelqu'un qui s'affirme, naturellement, mais là, sur des bases peut-être plus solides, plus autonomes. Enfin bon, c'est des choses qu'on sent dans un couple, quoi, puisqu'on est un vieux couple. Moi, ce qui m'a plu, c'est de faire du terrain, en fait. C'est d'aller dans les écoles, c'est d'aller au contact de personnes, quoi, tu vois, et puis d'essayer de faire bouger les choses comme ça dans le concret, quoi. Alors Christine, on va fêter les 50 ans de la maternité heureuse. Vous n'avez pas d'enfant? Non. C'est courant au planning familial? Non, pas du tout. Je suis un peu atypique même d'ailleurs dans l'AD parce qu'en fait les copines elles ont tous des enfants. C'est vrai que nous c'est plutôt un choix de vie, quoi, hein, donc bon, c'est pas nécessaire pour rentrer dans le planning de ne pas avoir d'enfants, quoi. J'ai vu tellement de drames conjugaux, de drames individuels chez des femmes qui étaient vraiment très malheureuses à la suite d'avortements provoqués, qui les avaient profondément traumatisées. Des ménages très bouleversés par des naissances trop rapprochées, qui atteignaient la vie de la mère, sa santé du moins, qui atteignaient profondément la vie du ménage. Marie-André Lagroix-Veil-Lallet était gynécologue et la jeune épouse du docteur Benjamin Veil-Lallet, le découvreur du BCG. En 1947, lors d'un voyage à New York, elle rencontre Margaret Sanger, qui avait ouvert en 1916 la première clinique de contrôle des naissances. Néo-malthusienne, la sage-femme américaine a créé un nouveau mouvement baptisé Birth Control, qui ne vise plus la révolution, mais le bonheur conjugal et l'épanouissement des familles. La notion de planification familiale entre dans l'histoire. Dans l'entre-deux-guerres, le birth control gagne l'Angleterre, où Marie Stolps ouvre un centre dès 1921, puis l'Allemagne et les pays scandinaves, sauf la France, complètement verrouillée par la loi de 1920. S'était rabattu sur maternité heureuse parce que maternité volontaire, c'était trop provocateur pour l'époque. J'étais une jeune femme assez représentative de ma génération. C'est-à-dire qu'à ma génération, on avait en moyenne 3 enfants par femme. Ça veut dire que beaucoup en avaient davantage. Moi, j'en avais 4. J'avais donc à l'époque 30 ans. Nous avons eu des enfants de grand cœur, mais après s'est installé ce que je pourrais appeler la misère sexuelle entre des époux qui s'aimaient, mais qui n'osaient plus s'approcher. Les précautions, c'était les hommes qui devaient les prendre, c'est-à-dire qu'ils devaient se retirer, le coït interrompu. Il y en a beaucoup qui n'y parvenaient pas. C'est en lisant un article du Monde qu'Evelyne Sulero entend parler pour la première fois de Marie-André Lagroix-Veil-Lallet. En mars 1955, celle-ci avait évoqué le sujet tabou de la maternité volontaire devant l'Académie des sciences morales et politiques. Evelyne Sulero lui propose de créer une association pour porter le débat sur la place publique. Benjamin Veil-Lallet m'a expliqué qu'il faut d'abord que nous parvenions à convaincre l'opinion publique. Les pouvoirs publics, il n'y aura pas moyen. Tout ça a été coincé par la loi de 1920. Il m'a dit,
on va d'abord faire une série d'articles dans un journal que je connais très bien. Il s'agissait du journal Libération d'Astier de la Vigerie. C'était un journal progressiste, très proche du Parti communiste. Tout a été planifié, disons, stratégie et tactique. C'est à Jacques de Rogy, un jeune journaliste membre du Parti communiste, qu'est confiée la rédaction des articles. La série est publiée en octobre 1955 sous le titre « Les femmes sont-elles coupables ?», à savoir coupables d'avorter. On estime alors qu'au moins 600 000 avortements clandestins sont pratiqués chaque année. Pour la première fois, Jacques de Rogy décrit les curetages à vif dans les urgences du samedi soir, les 20 000 morts annuelles et l'injustice sociale, car devant une grossesse non désirée, toutes ne sont pas égales. Vous n'imaginez pas les méthodes quand employaient les femmes. Moi, j'ai fait des interviews à ce moment-là, beaucoup, mais c'était abominable. Elle se serait mis dans le vagin n'importe quoi. Et elle se mettait vraiment n'importe quoi. En janvier 1956, Jacques de Rogy publie son enquête dans un livre intitulé « Des enfants malgré nous », qui provoque une avalanche de lettres de soutien. Relayé par Françoise Giroud à l'Express, le débat est enfin sur la place publique. Au même moment, une majorité de gauche investit la Chambre des députés qui compte un quart de communistes. 3 propositions de loi sont déposées pour lever l'interdiction sur les moyens contraceptifs, mais elles seront toutes enterrées. Notre cher et grand camarade Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste. Le 2 mai 1956, la foudre s'abat sur le camarade de Rogy. Il découvre dans l'Humanité une lettre que lui adresse Maurice Thorez avant même de l'avoir reçue. C'est une condamnation virulente et sans appel du contrôle des naissances. 2 jours plus tard, c'est Jeannette Vermersch, la compagne du secrétaire général, qui monte à l'assaut en accusant Jacques de Rogy de déviationnisme petit bourgeois. Je trouvais l'attitude du parti d'une hypocrisie totale. Marie-André Lagroix Veillalé me dit un jour « Il faut obtenir le soutien des communistes. Est-ce que vous pouvez arranger une entrevue avec Jeannette Vermersch ?» J'ai dit « Oui, je crois que c'est possible. » Lagroix a très bien plaidé la cause avec les gens qui vivaient à 8 dans une demi-pièce. Enfin, elle avait vraiment tous les arguments et elle n'a pas pu les branler. Le birth control, c'est exactement le néo-malthusianisme. C'est exactement ce qu'avait préconisé Malthus. Le birth control n'est pas une revendication démocratique, il est une revendication réactionnaire. Jeannette Vermersch a dit « On veut empêcher les prolétaires d'avoir les enfants qu'ils désirent pour affaiblir la classe ouvrière. » Je crois que c'était une attitude politique parce que le rapport Khrouchtchev les dérangeait énormément. De fait, la coïncidence est troublante. En février de la même année, Nikita Khrouchtchev avait dénoncé les crimes de Staline devant le dernier congrès du Parti communiste soviétique. Stalinien pur et dur, les dirigeants communistes français iront jusqu'à nier l'existence du fameux rapport Khrouchtchev. Vous pensez que cette bataille contre la planification familiale pourrait être une manœuvre de diversion, si j'ose dire? Elle l'a dit. Elle l'a dit en ma présence. Une parlementaire communiste. Elle lui a dit bah, « Écoute, pendant qu'ils discutent sur leurs histoires de stérilet et de contraception et d'avortement, elle s'occupe moins du rapport
et tant mieux. En attendant, les statuts de la maternité heureuse sont déposés à Paris le 8 mars 1956 dans le plus grand secret. L'association ne compte que des femmes dont le profil a été soigneusement étudié. Elles sont épouses ou filles d'hommes célèbres, intellectuels et d'obédience catholique, protestante, juive ou franc-maçonne. Leur objectif est strictement politique. Il s'agit d'œuvrer pour l'abrogation des articles 3 et 4 de la loi de 1920 qui concerne la contraception, afin de pouvoir ouvrir des centres de planning familial en toute légalité. Nous n'étions pas très chaudes, Marie-André et moi, pour l'avortement que nous considérions comme l'échec de la contraception. Marie-André avait une formule qu'elle répandait partout. Elle disait « La loi de 1920 a cousu dans le même sac le mal et le remède. Le mal, c'était l'avortement, le remède, c'était la contraception. » Et vous risquiez vraiment quelque chose? Écoutez, d'abord, on risquait d'être interdite, tout à fait, interdite de publication, etc. Mais n'oubliez pas que Mme Veil-Allais était suspendue de l'ordre des médecins pendant 3 mois pour publicité personnelle. Dès 1956, l'Église réformée de France se prononce en faveur du contrôle des naissances. Au même moment, l'Église catholique condamne la maternité heureuse. Elle s'appuie sur l'encyclique de Pie XI, « Chastes époux », publiée en 1930, qui affirmait que le but de l'acte sexuel est la procréation. En 1951, Pie XII avait assoupli la doctrine en autorisant la méthode dite des températures attribuée aux Japonais Ojino. Nous consacrons ce soir une émission à ce problème dont vous avez tous entendu parler, du contrôle des naissances. Un prêtre d'abord, le père de l'Estapi. Mon père, comment l'Église catholique voit-elle le problème du contrôle des naissances? L'Église parlera toujours de maîtrise. Elle préférera parler de maîtrise de conduite, de continence, plutôt que de technique contraceptive ou abortive. Pour quelle raison? Parce que, voyez-vous, quand on compare la maîtrise humaine avec ce que j'appellerais, vous me permettrez le mot, une technique censée opérer automatiquement, l'Église a très peur d'une aliénation. Qui n'a pas vu cette femme charmante avec son petit carnet à la main et son petit crayon de l'autre en train de se pencher, de calculer les dates. Les calendriers Ojino sont vendus à une très très large échelle. Et alors je pense que si les couples en France sont en proie à l'angoisse, à l'inquiétude que tout le monde sait, c'est parce que ces méthodes sont insuffisantes. Planning familial, bonjour. Le préservatif, les spermicides, les stérilets. C'est à quel sujet, s'il vous plaît? C'est la pilule. Oui, certificat de virginité. Les nouveautés, on les a, hein, l'implant, etc. D'accord. Voilà, juste tu donnes ça. On a des fiches d'une nouvelle couleur. 30 pour les résultats. Vous ne connaissez pas ce nouveau sexe parce qu'ici, on essaie de rompre un peu. Pas, c'est première rue à droite. Qu'est-ce que vous faites là, mademoiselle? Pardon? Oui, d'accord, mais mettez-vous dans la salle d'attente, je vais m'occuper de vous. Bonjour. Oh, encore un garçon, ouais. Une chaise ou bien il faut que j'en apporte d'autres? Je m'appelle Latifa, je suis animatrice de prévention. Je suis là pour échanger avec vous. Là, on est venu pour avoir des informations sur les maladies, tout ça, et faire des tests. D'accord. Sur la pilule aussi. Sur la pilule aussi? Au planning, on peut prescrire la pilule. Effectivement, cet après-midi, il y a un médecin qui va arriver. Si on oublie la pilule, qu'est-ce qui se passe? On est plus vulnérable. On est plus protégé pour la contraception. Et qu'est-ce qu'on fait si on l'oublie? Est-ce qu'il y a éventuellement des... On le prend de suite ou on la rattrape? Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi par rapport à cet oubli? Le préservatif, non? Tout à fait, voilà. Tout à fait. Donc en plus, on continue à prendre sa pilule et on se protège en plus avec un préservatif. Et s'il y a une relation qui est récente, qui date de la veille ou de l'avant-veille, on prend en plus la pilule le lendemain. Est-ce que je peux avoir la boîte magique là-bas? Voilà. Est-ce que vous avez entendu parler d'autres moyens? Le stérilet. Le stérilet, ben oui.
Vous savez comment ça marche? Oh. Ça se met vers l'utérus, non? Ça se met dans l'utérus, tout à fait. Ça se met, voilà. C'est un petit thé, là, qu'on met dans l'utérus. On peut éventuellement le donner ici. Et ça peut durer 3, 4, 5 ans, etc. C'est avec le diaphragme que le planning a commencé à faire de l'information, parce que vous savez qu'il n'y avait pas la pilule, il n'y avait pas, hein, donc la pilule n'existait pas, en 56, et donc c'est ça. À Grenoble au mois de juin dernier, s'est ouvert ici la première initiative de cet ordre en France, un centre d'information pour le planning familial. 5 ans après la création de la maternité heureuse, la loi de 1920 n'est toujours pas abrogée. Exaspérés par l'attitude légaliste de leur présidente, des militants plus radicaux décident de braver la loi en plaçant les pouvoirs publics devant le fait accompli. L'inauguration du centre de Grenoble est un triomphe, même si aucune personnalité n'a soutenu officiellement l'initiative. Nous avons interrogé d'abord le responsable. Paris m'a lâché. C'est un gynécologue. Docteur, pourquoi avez-vous ouvert ce centre? Nous avons ouvert ce centre pour lutter contre l'avortement. Tous les gynécologues, tous les médecins connaissent les perforations, connaissent les septicémies, les tétanos, etc. Toute cette quincaillerie de malheur qu'on peut trouver dans des utérus. Paris avait refusé catégoriquement de l'ouvrir. Pourquoi? Parce que c'était Toto, elle avait la trouille. Elle avait peur d'aller en procès, d'aller en prison. Madame Veillanet m'a dit « Fais ce que tu veux, on t'interdit de le faire au nom du mouvement français pour le planning familial. » Alors j'ai dit « On va se débrouiller. » Alors, je suis allé en Angleterre, j'ai appris à mettre les diaphragmes. C'était une sacrée aventure, je risquais ma carrière, je risquais... On faisait tout venir d'Angleterre. Gelée, spermicide et diaphragme. Ce sont des gens de la région qui viennent au centre. C'est mon mari et moi. Des gens de la région de Grenoble, bien sûr, et petit à petit, les arrivées sont venues de province. Tous les docteurs que j'ai vus, qui m'ont consulté, m'ont dit qu'il ne fallait absolument plus que j'ai d'enfants et qu'une nouvelle naissance serait pour moi un arrêt de mort. Alors qu'est-ce qu'ils vous ont conseillé? Ils m'ont conseillé il fallait les mettre en confiance, c'était déjà la première des choses à faire. Elles étaient très gênées au départ de raconter un peu leurs problèmes. Et surtout, elles ne connaissaient absolument pas leur corps. Ces femmes, elles ne comprenaient pas qu'elles pouvaient connaître exactement leur vagin ou leur partie génitale. Pas du tout, du tout. Après avoir été accueillies par une hôtesse bénévole, les femmes sont reçues par le docteur Fabre, qui prend leurs mesures, selon l'expression consacrée, et leur apprend à poser un diaphragme. On leur donnait une adresse en Angleterre, sous prétexte qu'elles allaient recevoir une documentation ou une revue. Qu'elles allaient recevoir une revue. Et en fait, de revue, elles recevaient un petit paquet où il y avait diaphragme et gelée spermicide qui venaient de Londres. Mais il y avait eu beaucoup de paquets saisis à la douane. On a essayé d'avoir aussi donc des diaphragmes, non pas par Londres, parce que c'était assez compliqué, mais on avait beaucoup d'amis qui étaient export-import avec la Suisse et qui nous ramenaient beaucoup de diaphragmes. Ça pouvait être dans les chambres à air de voiture, dans les roues de secours. À un moment donné, il avait été question de parachuter aussi. Ça, je me souviens très bien, l'histoire des parachutages. Mais ça n'a jamais marché. De parachuter des diaphragmes d'Angleterre sur la France. On fabriquait ça sous le nom de crème de beauté, quoi. Comme j'avais fait une licence de chimie dans ma jeunesse, je me suis intéressé au problème de la fabrication des spermicides. Je m'y suis mis et ça a démarré en 62. Il avait fabriqué une gelée spermicide, l'animal, qui a marché au deuxième essai
Les Anglais nous avaient dit, je ne vais pas y compter, hein, ils étaient ébahis. Le spermicide, il le fabriquait lui-même dans la journée, puis dans la soirée, il nous laissait des saladiers pleins de pavés. Et ma mère, qui avait 65 ans, en ce moment 70 ans, elle venait le soir remplir, à la veillée, remplir des tubes d'alpagel. Et tout ça clandestin? Ah non, pas clandestin. On fabriquait des crèmes de beauté, on fabriquait pas des contraceptifs. Ah, la société était tout à fait déclarée en registre du commerce. J'en étais salarié, etc., etc. Non, là, la seule illégalité, c'était l'étiquette. Il y avait une hypocrisie complète à tous les niveaux. De fait, aucune sanction ne sera prise contre l'équipe du docteur Fabre. Ragaillardie par le succès de la province, Marie-Andrée Lagroix-Veilalé ouvre un centre à Paris dès octobre 1961. L'année suivante, celles qu'on appelle les petites dames du planning tiennent des permanences d'accueil dans 32 villes de France, toutes illégales. Aujourd'hui, le planning familial compte 70 associations départementales. Certaines, comme celle de Poitiers, ne fonctionnent qu'avec des bénévoles. Ce soir-là, Christine et ses copines font le point sur 3 animations qu'elles viennent de réaliser auprès du personnel d'un institut pour handicapés. On a écrit sur un tableau en sexualité et puis handicap, et puis on a demandé aux gens de nous dire des mots par rapport à ça. Et dans les 3 animations, ils ont écrit des mots tabous. Et bien alors, ce qui est étonnant, c'est la technicienne de surface. Nous, c'est elle qui nous a surpris parce qu'elle a parlé de désir. Oui. De plaisir? De plaisir, oui. C'est la seule qui a posé ça comme ça. Alors les autres l'ont un peu regardé parce que sinon, il y avait paralysé. J'ai senti que c'était eux qui étaient paralysés aussi face à ce problème-là, tu vois. C'est leur première difficulté, rien que de parler de sexualité. Et déjà de dire les mots. Oui, de dire les mots entre eux. Et dans quel groupe il y avait toilette et que le mot toilette? Le 3e. Ah, c'est le 3e. Ce mot qui paraissait anodin, il a permis d'introduire des choses, justement de l'intimité des jeunes et en particulier de la masturbation, puisque c'était... C'est quand même moi ce qui m'a le plus touchée, c'est ça, c'est qu'ils n'ont jamais d'intimité. Voilà. Tu sais, c'est l'éducateur qui était juste à ma droite. Il octroyait 10 minutes aux jeunes qui se douchaient. 10 minutes parce que le jeune, à ce moment-là, tu vois, il en profitait pour se masturber. Cet éducateur, il était mal, parce qu'il dit « Mais qui je suis, moi, pour lui donner cette autorisation ?» Il avait envie qu'il y ait une réflexion collective autour de ça, quoi. C'est important que le planning vienne de l'intérieur, parce que nous, on emploie les mots plus facilement. Voilà, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit que vous soyez là, ça simplifie les choses, c'est bien plus facile d'en parler, et c'est mieux. Les bénévoles du planning familial, on les appelle les petites dames du planning. Hein. On a l'air de petites dames. Dans les lycées, ils nous disent les dames du planning. C'est très féminisé quand même. Ouais. On se sent pas les petites dames. Nous, on fait partie d'une génération où on est arrivé au planning, on avait tout un boulot. On ne fait pas partie de la génération des femmes de médecins qui venaient là pour faire leur BA, non. C'est très féminisé, il n'y a pas d'hommes ce soir, on est d'accord? Oui, il pourrait y en avoir. Il y en a quelques-uns. Il y en a eu au début. Ouais. Oui, d'accord. Il y a eu un début où justement les femmes avaient du pouvoir quand même, elles étaient militantes, et puis peu à peu ils ont été grignotées par le pouvoir médical. Elles sont redevenues petites mains ouvrant la porte et tapant au secrétariat. Le planning familial s'est doté d'un collège médical que préside ce médecin. Nous recevons dans le cadre du collège médical tous les médecins qui souscrivent à notre charte, c'est-à-dire qu'ils feront fi de tout charlatanisme en matière de contraception et que seules les méthodes scientifiquement éprouvées seront par eux pratiquées dans leur cabinet. Je veux dire que la contraception doit beaucoup aux cuisines. Hein. L'enseignement de la contraception était interdit par la faculté de médecine, de par la législation. J'ai, avec mes collègues, installé une table de gynécologie au centre de planning familial de la rue des Colonnes, ce qui permettait de recevoir les médecins et de leur enseigner les premiers éléments de la contraception. Donc cela se passait dans les cuisines. Il faut savoir qu'il fallait avoir des mannequins vivants, donc il y avait les prostituées du quartier de la Bourse, puisque ça se tenait là-bas, pardon pour le mauvais jeu de mots, mais je me rappelle que je les payais 5 francs pour bien vouloir se mettre sur la table, et j'apprenais aux médecins à mettre des épaisseurs sur un organisme féminin. Mon amie Marie-Andrée Lagroix-Veilalé n'avait pas de réseau.
Ce sont les francs-maçons qui ont structuré dans l'ensemble de la France les centres de planning familial. Nous avons passé avec nombre d'amis, pas loin de 12 ou 13 années, tous les week-ends à parcourir la France. Et partout, nous avons créé des centres dits de planning familial dont nous avons assuré le contrôle de telle sorte que nous tenions la machine en main pour qu'il y ait une vision unique sur ce que la contraception pouvait amener aux Françaises. Et maintenant, je vais vous poser une question sur celle de vos prises de position qui a fait le plus sensation. Il s'agit du planning familial, c'est-à-dire du contrôle des naissances. Lorsque j'ai posé moi-même le problème à Nevers, il y a quelques semaines, je ne pensais pas que le problème du contrôle des naissances deviendrait à ce point un fait politique. C'est parce que le contrôle des naissances touche tant de femmes et tant de femmes que c'est devenu un fait politique et qu'il appartient aux responsables de la nation de s'en préoccuper. Qui décrivent une situation qui n'est pas nouvelle. Avant ces paroles-là, il y avait déjà des problèmes en banlieue. Latifa fait partie des 700 salariés du planning familial. Célibataire, elle a été embauchée par le centre de Montpellier pour développer des animations auprès des femmes issues de l'immigration. Pour elle, il s'agit d'un engagement bien plus que d'un travail. Ce qui me plaît, c'est que je pense que c'est en, je ne sais pas si je peux dire en rapport ou en conformité avec mes idées, mais je médite là où je travaille. Je pense que c'est extrêmement important. C'est confortable aussi. Et on peut faire de la politique à travers la sexualité. Ah bah tout à fait. Ah bah oui. Bah oui. Mais on peut faire, pour moi, c'est un acte politique. Parce que, justement, les questions de sexualité font émerger toutes les questions d'inégalité et de construction sociale en matière de rapport de domination. Donc, voilà. Donc, et déconstruire, c'est aussi une démarche politique. Et c'est le travail du planning. Il faut savoir que la pilule agit pour inhiber l'ovulation. Pour perturber un cycle hormonal pour des raisons... Les pilules sont efficaces, mais peuvent donner des troubles divers. Or, l'abrogation de la loi de 1920 ne leur donnera qu'une liberté négative. À l'Assemblée nationale, une commission spéciale, composée des députés de tous les partis, a entendu pendant 2 mois les principaux spécialistes français des questions médicales, démographiques et morales qui touchent à la limitation des naissances. Et ce qui est en cause, c'est l'éventuelle abrogation de la loi de 1920. Pour nous, la loi de 1920 a été une loi de circonstance. On s'explique pourquoi elle a été édifiée, pourquoi elle a été votée. Mais on doit en constater aussi la nocivité et le fait qu'en 1966, bientôt 1967, elle n'a plus aucune raison d'exister. On me reprochait de pousser les filles à la débauche. J'avais rejoint De Gaulle, j'avais 17 ans, j'avais une petite camarade, et elle tenait une batterie de DCA dans Hyde Park pour protéger Londres des bombardements allemands. C'était un soir d'été, il faisait très beau, etc. Bon. Et puis on s'est laissé aller, et puis à un moment assez précis, elle m'a glissé dans la main une petite pastille. Bon, j'ai fait ce qu'il fallait, où il fallait, quand il fallait. Et c'était la première fois que je rencontrais ce qui s'appelait à l'époque la gaïnomine. C'était un comprimé effervescent, mais qui se développait que dans un milieu un peu humide, si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, la contraception, c'était naturel, c'était un droit naturel. Un jour, à l'Élysée, il y avait une réception, puisque j'étais à l'époque déjà questeur de l'Assemblée nationale, et le général de Gaulle a dit « Non, il faudrait que vous veniez me parler d'autres affaires ». Tout de suite compris de quoi il s'agissait. Mercredi suivant, j'étais dans son bureau. Et je lui dis « Bon, général, mettre un enfant au monde, il faut que ce soit un acte lucide. Et je pense qu'il y a une politique à mener pour ça. » Il y a eu un silence que j'oublierai jamais. Et il m'a dit « C'est vrai. Transmettre la vie doit être un acte lucide. Continuez. »
Est-ce que vous pensez que votre loi ne serait pas passée s'il n'avait pas dit continuer? On pensait bien avec tous les gens qui étaient contre. Qu'est-ce que j'ai entendu? Oh là là! Il y avait un brave abbé qui était élu à l'époque, il me dit « Tu n'as pas honte de faire ce que tu fais, tu seras excommunié, etc. » Enfin, j'ai tout entendu, quoi. Les principaux opposants à la loi Neuwirth sont les secteurs conservateurs de l'Église catholique qui triomphent en juillet 1968. Après 4 ans d'hésitation, Paul VI publie l'encyclique Humanae Vitae où il condamne l'usage de la pilule. Sa décision, comme celle en son temps des dirigeants communistes, est à l'origine de nombreuses ruptures dans la communauté des croyants. On ne peut même pas dire qu'en 67, la contraception a été libre en France. Elle n'était plus interdite. En juin 67, Madame Veillet est partie. Ça a été absolument ahurissant. Elle a déclaré devant le Congrès, voilà, la loi sur la contraception va être votée rapidement, donc ce mouvement n'a plus de raison d'être. Et je m'en vais. Ça a été vraiment, je crois qu'il y a eu une demande d'interruption de séance pour essayer de la faire changer d'idée. Le planning se sentait orphelin. Alors, ce qu'il y a, c'est que non seulement la loi a été en effet votée quelques mois après le départ de Mme Veillet, mais ça n'a pas changé grand-chose, puisqu'il n'y a pas eu de décret d'application et il n'y a eu des crédits que 5 ans après. Ben, ça nous a permis de nous politiser. Vendredi 2 à midi. Oui, à midi. Au revoir. L'aspiration, ça peut être avec ou sans anesthésie. Planning familial, bonjour. Oui. Pour le VIH, tu n'as pas besoin d'être à jeun. Vous savez que vous pouvez venir en chercher de temps en temps si vous en avez besoin. Ok, il n'y a pas de problème. Ah, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Oui, planning familial. Oui, bonjour madame. Mais en fait, je pense être tombée enceinte, mais j'ai pas confirmation encore. Appelez un centre PMI de Nîmes pour demander, voilà, pour avoir un test de grossesse et puis ils vous orienteront pour faire une IVG sur Nîmes. D'accord. Bon alors, qu'est-ce qui t'amène? En fait, j'aimerais renouveler ma plaquette de pilules. Sinon, est-ce que tu as pensé éventuellement à d'autres moyens de contraception, par exemple stérilet ou... Oui, mais enfin, je pense plutôt aussi dans l'avenir, si j'ai envie d'avoir un enfant ou quoi. Ça me paraît plus simple, bon après c'est peut-être psychologique, mais ça me paraît plus simple d'arrêter la pilule que de me faire enlever le stérilet ou l'implant dans le bras. Voilà. Merci. Ça te paraît important qu'il y ait un lieu comme ça qui existe? Oui, complètement, parce que c'est aussi un centre d'écoute. Quand on ne peut pas en parler aux parents, les intervenants aussi sont là pour aider les filles et les garçons. On constate que les choses ont peu avancé. Comme on voit que les adultes ont du mal avec les préservatifs et avec la prévention, ils ont aussi du mal à aborder la question de la sexualité avec leurs enfants. Dans les choses qui restent aussi, qu'on croyait qui avaient changé, on a été quand même très très surprise de noter la place encore du fait d'être mère dans le statut de la femme. Chez les jeunes, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Ça nous a fait réfléchir sur la façon dont nous, on avait sans problème distancié la question de la maternité, la question du statut des femmes. Ben, c'est pas si simple. Les jeunes qui viennent ici ne vivent pas les relations hommes-femmes de la même façon que ce qu'on a pu le vivre dans les années 70 ou 80. Simonif a 5 enfants, mais elle a eu aussi recours 5 fois à l'avortement. Est-ce que vous croyez que c'est une manière de donner l'exemple aux gens qui viennent vous voir? Il n'est pas question d'exemple. Il est question d'une réalité de la vie des femmes. Simonif fut hôtesse au planning familial de Paris dès 1961. 10 ans plus tard, elle est élue vice-présidente, mais c'est à titre privé qu'elle participe à la première manifestation en faveur de l'avortement organisée par le mouvement de libération des femmes. À cette époque, le planning familial ne réclame pas l'abrogation des articles 1 et 2 de la loi de 1920. Du moins officiellement, et contre l'avis de nombreuses militantes qui ont rejoint le combat des féministes.
Le MLF, avec le côté radical provoquant, avait ce grand avantage de libérer la parole complètement. Parce que nous, on était encore trop sages, on était trop corrects. C'était les petites dames du planning. Deux événements extérieurs au planning familial précipitent la scission entre le courant modéré et celui plus radical des féministes. D'abord, il y a le manifeste dit des 343 salopes que soutient Simone If à titre personnel. Et puis, 2 ans plus tard, les médecins du GIS, le groupe Information Santé, reconnaissent publiquement qu'ils pratiquent des avortements. Être pour la liberté de l'avortement, cela veut dire que chacun puisse décider en fonction de ses propres convictions, en fonction de sa propre situation. Nous, on était plutôt avec les féministes à l'époque. Au départ, il n'y avait pas de lien particulier entre le GIS et le planning familial. L'objectif du GIS, c'était de changer la loi, de faire en sorte que l'avortement soit intégré à la société, soit pratiqué normalement et soit plus c'était ce truc clandestin qui existait. Et nous, ce qu'on voulait, c'était démontrer que médicalement, c'était possible. Le mouvement avait pris une grande amplitude et on avait loué un local dans le 15e, complètement clondo. Bon, c'était quand même pas terrible et on se disait, à tout point de vue, autant politique que pratique et tout ça, si on arrive à faire des IVG dans les centres de planning familial, c'est gagné, ça prend un caractère officiel. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du MLAC, qui était un mouvement qui n'était pas le GIS, qui était un mouvement beaucoup plus large. On a pris des contacts avec un certain nombre de personnes, dont Simone If, au planning familial, et on a rencontré une compréhension importante de la part de Simone et un soutien très important. Elle s'est complètement engagée avec nous. En avril 1973, Simone If organise une rencontre entre les médecins du GIS et la section parisienne du planning familial. L'enjeu, c'est le congrès annuel, prévu 2 mois plus tard, où les militantes de l'avortement entendent bien prendre le pouvoir. Mais d'ici là, il faut convaincre. Pour moi, l'avortement tel qu'on le pratique est un acte plus simple qu'un accouchement, et sûrement moins dangereux. C'est vrai que nos confrères, nos collègues, qui étaient tous pourtant des acteurs de la contraception, nous ont reçus avec un certain scepticisme. Au sein du planning familial, il y avait une lutte. Il y avait le pouvoir médical qui contrôlait. Et puis il y avait les féministes qui poussaient, qui voulaient le pouvoir. Face au problème de l'avortement. Le planning à Paris vient de prendre une position très nette quant à l'avortement. Il a voté presque à l'unanimité pour la pratique des avortements dans les centres d'orthogénie du planning. En juin 1973, Simone If est élue présidente, à la place du professeur André Lvov, prix Nobel de médecine. De nombreux médecins quittent le mouvement. Pierre Joannet devient vice-président, mais pas pour longtemps. Vous êtes viré, vous aussi? Enfin, je suis viré, oui. Oui. Les femmes, oui, bon, enfin, c'était... C'est vrai. C'est vrai aussi que on sentait, quand on était médecin, quand on sentait homme, on ne se sentait pas très à l'aise au planning familial. C'était pas évident. La parole est à Madame le ministre de la Santé. Les pouvoirs publics ne peuvent plus éluder leurs responsabilités. Et la plupart d'entre vous le sentent, qui savent qu'on ne peut empêcher les avortements clandestins et qu'on ne peut non plus appliquer la loi pénale à toutes les femmes qui seraient passibles de ces rigueurs. C'est la première fois que je trouvais dans une structure officielle, enfin, quelqu'un qui n'avait pas de préjugés contre l'avortement. On l'a bien aidé pour son débat parce que je lui envoyais des rapports sur les avortements qu'on faisait régulièrement. Mais je pense que ça a pu l'affermir, qu'elle savait qu'il n'y avait pas de danger. La loi est ouvertement bafouée, pire même, ridiculisée. Je dis que nous sommes dans une situation de désordre et d'anarchie qui ne peut plus continuer. Ce débat à l'Assemblée nationale, à 5 heures du matin, on sortait d'un enfer.
on n'aurait jamais quand même pensé que ces hommes soient à ce point ignorants de la vie, de la dignité des femmes. Ce qui a été dit là, moi j'en ai un souvenir, je crois que j'aurais été seule, je ne sais pas si j'aurais pu marcher droit. Je savais que ça allait être très dur parce que vous aviez les types très engagés qui étaient très contre, là, des gens très fermés, quoi. Et j'étais au banc du rapporteur, donc à côté d'elle. Et à un moment donné, j'ai entendu un type qui l'a traité de chienne, quoi. Alors, elle avait les larmes aux yeux. Je lui ai dit, Simone, j'en supplie, tenez le coup, ces salauds, ne leur faites pas plaisir. Tout à fait, il y avait une violence intrafamiliale aussi, de la part du père, des frères. Oui, voilà. Dans la polygamie, c'est que l'homme qui décide. Oui, le type du mariage forcé s'inscrit totalement dans la mission du MRTS. C'est les IVG dépassés. En tant que mouvement... Ces droits sont toujours en danger. Il faut être vigilant. Depuis 3 ans, Christine et Latifa se retrouvent au Burkina Faso avec 2 autres collègues du planning familial. À l'origine, il s'agissait de former des animatrices pour faire de la prévention contre les risques sexuels et notamment le sida. Aujourd'hui, le programme s'est élargi aux violences sexuelles comme l'excision, qui, bien qu'interdite par la loi, continue d'être pratiquée. Donc sera yaron le beaucoup de Fombo precane. Selemere wakui. Ate quoi. Ate quoi. Ah, clouko. Ah bah il est binga boka. Bunga. Il est derrière le corps. Bunga. 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 Est-ce que tu peux leur dire que nous on n'est pas excités quoi? Et je peux marcher. Je peux marcher. Je voulais demander aux femmes si c'est possible. Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'on peut arrêter? Ça a été difficile d'organiser le programme ici dans ce village? Non, c'était pas facile. Certaines animatrices ont eu des problèmes avec leur mari, avec leur famille, etc. Et bon, il a fallu faire tout un travail de médiation pour que les hommes acceptent que leurs femmes continuent de faire ce travail d'animation sur le terrain. Moi, je voudrais revenir un peu sur ce qu'on fait en France. C'est vrai que pour nous, l'excision, c'est une violence faite aux femmes. La pratique de l'excision se continue en France aussi. Et nous, on agit aussi par rapport à ça. Le planning, c'est pas que avortement, contraception. C'est aussi violence, c'est tout ce qui concerne les droits des femmes. Et vous vous sentez des choses en commun avec les Françaises? Où elles viennent, elles vous donnent des leçons, là, et puis elles repartent ou... Non, moi je ne vois pas ça comme ça. Ce ne sont pas des leçons qu'elles nous donnent. Je pense qu'en tant que femmes, nous avons une sensibilité que nous partageons ensemble. Si vous prenez le problème des violences, c'est un problème qui existe partout. Ce n'est pas seulement le problème de la femme africaine, c'est aussi le problème de la femme d'une manière générale. Et le soir, bien sûr, on refait le monde, ou plutôt le planning. On évoque le vieux débat sur la place des bénévoles et des salariés,
et surtout, on parle de l'avenir du mouvement. Le planning n'est pas exclu du monde associatif. Aujourd'hui, le monde associatif a des problèmes, je veux dire, parce qu'il y a plus de chômage, il y a moins de gens qui sont dans le bénévolat. Le bénévolat tel qu'il se posait dans les années 60 au moment du baby-boom ne se pose plus du tout de la même façon. On peut réfléchir aussi au fait qu'on a majoritairement, en tant que militante, salariée, on a tous aux environs du même âge et on a des difficultés à recruter des jeunes. Je pense qu'il faut aussi que nous, on lâche du pouvoir, qu'on laisse la place aux jeunes et aux moins jeunes. On est prêt à le faire. Oui, j'espère. Est-ce que c'est sûr? Je suis pas si sûre que ça. Je pense qu'il faut qu'on s'interroge sur l'image de marque qu'on véhicule. Parce que les jeunes nous parlent de nous encore en tant que soit les avorteuses, soit les dames du planning. Et derrière tout ça, il y a un discours. Et il faut qu'on réfléchisse et qu'on repense ce discours et qu'on essaye de le modifier. Combien de fois j'ai entendu « Oh, ces gamines, elles nous agacent, elles ne veulent pas prendre la pilule, on s'est tellement défendu, on s'est tellement battu pour l'avoir. » On l'a tout entendu, je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas si Mouvement français pour le planning familial, c'est un bon nom. On en parle régulièrement, je crois que c'est assez récurrent pour changer de féminisme aussi. Parce qu'on se pose comme un mouvement féministe. Il y a eu un moment où il était absolument nécessaire qu'on affirme ce féminisme, c'est-à-dire qu'on se regroupe entre femmes pour essayer d'obtenir une meilleure égalité homme-femme. Oui, on avait besoin de nommer les choses. À l'heure actuelle, c'est clair qu'à certains points, le féminisme a créé un certain nombre de résistances. Le féminisme a peut-être traîné une connotation, les hommes sont exclus, les hommes sont méchants. C'est fou, ça. Oui, c'est fou, bien sûr, mais c'est vrai. Dans les enquêtes, quand on discute avec les jeunes, c'est vrai que c'était la connotation, oui, les femmes pour les femmes, etc. Mais ça, c'est aussi quelque chose à travailler. C'est assez rare que dans les associations, on puisse se dire ce qu'on est en train de se dire. Mais ça frite quand même parfois. Ça frite régulièrement. Et ça frite, et on se pose les choses et on se dit les choses. C'est un constant bouillonnement de réflexion. Et ça, c'est ce qui fait qu'on est en mouvement, ce qui fait qu'on peut prendre du recul par rapport à ce qu'on dit, ce qui fait qu'on peut remettre en cause aussi ce qu'on est et ce qu'on dit. Et ouais, on prend tout du plaisir à ça.